je veux vous parler d'un sujet qui rejoint pas mal tout le monde, c'est-à-dire, je veux vous parler de l'immobilier et de la construction au Québec. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais au Québec, on voit souvent des entrepreneurs dans la construction avec des super grosses maisons, le beau pick-up lettré, le trailer dans la cour. Et ça peut nous amener à se questionner par rapport à ça, c'est-à-dire, d'après vous, pourquoi dans ce secteur-là, il y a autant d'entrepreneurs qui ont l'air de bien s'en sortir financièrement. Et en fait, il y a plusieurs raisons derrière ça. Premièrement, on va regarder au niveau des chiffres. L'industrie de la construction au Québec, ça représente un emploi sur 15 dans la province. Et juste en 2023, dans le secteur de la construction résidentielle, ça a généré à peu près 53 milliards de dollars en revenus au Canada. Donc, c'est énorme et ça met un peu en lumière la demande constante pour la construction, que ce soit pour des nouvelles maisons, des rénovations ou de l'entretien. Dans le pays, l'industrie de la construction, ça représente à peu près 7% du produit intérieur brut. Et avec l'inflation et la hausse des prix des matériaux, les coûts de la construction, ça a monté d'à peu près 30% au cours des dernières années. Et évidemment, les entrepreneurs ont ajusté leur prix en conséquence. Et ça leur a permis de maintenir leur marge, mais potentiellement aussi de les augmenter parce que oui, on est conscient qu'il y a une augmentation du prix du bois puis d'un paquet d'autres affaires, mais de combien réellement ça a augmenté, les particuliers, on n'en a aucune idée. Donc, la seule chose qu'on peut présumer, c'est que les compagnies dans la construction, ils ne vont pas accepter de faire des jobs à perte non plus. Donc, il doit rester une certaine marge et on peut se douter que dans certaines industries, la marge a peut-être même monté. Ensuite, il faut comprendre une chose fondamentale au Québec et même un peu partout au Canada. L'immobilier, c'est vu comme un des investissements les plus sûrs. C'est ancré dans nos mentalités parce que depuis le milieu des années 90, le prix des maisons, ça fait juste monter. En fait, dans la province de Québec, le prix médian d'une maison unifamiliale, ça a pratiquement doublé sur une période d'environ 10 ans. Donc, l'idée que l'immobilier ne peut pas perdre de valeur, ça fait en sorte que les gens sont prêts à dépenser des sommes importantes pour construire ou pour rénover leur maison. Et les entrepreneurs dans la construction, ils ont compris ça. Là. En 2023, il y a près de 60% des propriétaires au Canada qui avaient des projets de rénovation pour en fait venir augmenter la valeur de leurs biens, que ce soit via des travaux majeurs ou juste des améliorations esthétiques. Et résultat, avec la forte demande et l'offre qui est relativement limitée avec le manque de main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, les entrepreneurs, eux autres, ils se retrouvent avec des contrats à tonnes et ils peuvent se permettre de charger plus cher pour leurs services. Aujourd'hui, le secteur de la construction, ça emploie directement plus de 200 000 personnes salariées au Québec. Et ça, évidemment, c'est sans compter tous ceux qui travaillent au noir, donc qui ne sont pas déclarés. Et c'est un des plus gros employeurs de la province. Évidemment, on élimine le gouvernement parce qu'évidemment, le gouvernement, c'est le plus grand employeur de la province. Mais sinon, l'industrie de la construction, c'est quelque chose qui est très bénéfique pour l'économie parce que chaque chantier qui démarre, que ce soit un nouveau projet immobilier ou juste des rénovations, c'est de l'argent qui circule. C'est-à-dire qu'il y a des employés qui travaillent, il y a des matériaux, de l'équipement qui est acheté et ultimement, ça fait que l'économie tourne. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est que la confiance aveugle dans l'immobilier comme étant une catégorie d'investissement où tu es comme garanti de réaliser un gain capital quelque part dans le temps, c'est sûr que ça va venir alimenter l'industrie de la construction. En fait, au Québec, on a construit une partie de notre économie justement autour de l'idée que tout le monde veut que sa maison soit bien rénovée, bien entretenue, puis que c'est pas bien grave parce que de toute façon, ça va prendre de la valeur année après année. Et pour les entrepreneurs qui sont en mesure à ce moment-là de répondre à la demande, ça peut leur donner l'opportunité d'enchaîner des contrats payants. Et là, je tiens quand même à dire que évidemment, c'est pas tous les entrepreneurs dans la construction qui font du gros cash
puis je suis également conscient que il y a des risques là, financiers là-dedans. Là. Des contrats impayés, ça arrive. Puis il y a également toute la gestion au niveau de la fluctuation des prix des matériaux. Donc, c'est pas tout rose non plus. Mais reste que je pense qu'il y a bien du monde qui resterait surpris de voir combien peut gagner un plombier, un électricien ou un tireur de joint qui travaille à son compte. Parce qu'au fait, il y a beaucoup de mes clients qui sont dans le domaine de la rénovation, dans la construction. Et honnêtement, j'ai comme l'impression que c'est un milieu qui est vu de haut de la part des professions qui découlent d'un parcours académique qui est plus long, des études universitaires. On dirait qu'il y a du monde qui sont encore pognés avec l'image du constructeur qui fait des toitures à la poudre. Et je vous dis pas que ça n'existe pas non plus, mais il y a pas mal d'entrepreneurs fortunés dans la construction au Québec. Et c'est drôle parce que moi, j'ai 35 ans, puis ma génération, en tout cas mes parents, m'ont toujours dit que pour réussir, il fallait absolument aller à l'université, puis c'est de même qu'ultimement, tu allais faire de l'argent. Et pourtant, aujourd'hui, je connais beaucoup de personnes qui ont obtenu un bac et une maîtrise qui gagnent pas mal moins d'argent que du monde qui travaille avec un DEP. Et au fait, il y a une raison pour ça. Avec autant de monde qui travaille dans des bureaux devant des écrans d'ordinateur puis qui préfèrent jouer aux gestionnaires, ça crée une pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la construction, là, du monde qui sont vraiment sur le terrain. Et conséquemment à ça, les employés dans cette industrie-là, ils se font offrir de meilleures conditions de travail, des primes, des heures supplémentaires pour ceux qui veulent les faire, etc. Donc, il y a une bonne possibilité de faire de l'argent. Par contre, juste pour mettre une petite précision, il faut savoir que l'augmentation des salaires, c'est pas, dans ce secteur-là, c'est pas aussi libre que dans d'autres secteurs d'activité. Parce que dans la construction, les salaires, ils sont encadrés par des conventions collectives à travers la CCQ qui va venir établir les taux horaires en fonction des métiers et des spécialités, mais reste que ces jobs-là, on va toujours en avoir de besoin, même avec l'intelligence artificielle qui commence à prendre de plus en plus de place, il va tout le temps nous falloir des gars qui bâtissent des maisons, là, donc sur le field, et je pense qu'on est encore très loin des robots dans la construction versus pour des emplois de bureau, d'administration, des tâches cléricales, d'ici peut-être une dizaine d'années, il est fort probable qu'il y a une intelligence artificielle qui va faire votre travail à votre place. Donc, c'est pour ça que de mon côté, je pense qu'il faut arrêter de mettre sur un piédestal les études universitaires puis qu'on regarde un peu qu'est-ce qui se passe du côté plus manuel. Je pense qu'il faut une espèce de retour du pendule puis qu'on retrouve de plus en plus de personnes qui se dirigent vers cette industrie-là. Et je pense que pour les jeunes, ça pourrait même être un bon choix de carrière, une bonne opportunité de faire de l'argent. Évidemment, il faut que tu aimes ça parce que la construction, ça reste un domaine difficile, mais reste que d'éviter d'écarter ça parce que maintenant, plus qu'avant, on recherche de plus en plus ce type de main-d'œuvre-là. Puis si vous avez une expertise et des compétences, vous allez toujours trouver du monde qui vont être prêts à vous payer pour que vous réalisiez des travaux. Et sinon, un autre avantage pour les entrepreneurs en construction, c'est qu'eux autres, ils peuvent se bâtir eux-mêmes leur propre maison, ce qui vient réduire drastiquement les coûts. Parce que là où un acheteur standard doit payer les services d'un entrepreneur, les coûts de main-d'œuvre, puis évidemment les marges de profit de l'entrepreneur en question, un entrepreneur général, il peut réaliser des économies importantes s'il le fait lui-même. Là. Ça peut aller de, 20-30% sur le prix total d'une maison. Par exemple, disons qu'il possède une entreprise générale puis qu'il a des contacts dans différents corps de métier, là, comme des plombiers, électriciens, charpentiers, etc. Il peut effectuer à ce moment-là une grande partie des travaux lui-même, puis sinon, il peut négocier des tarifs avantageux avec des sous-traitants, ce qui leur permet à ce moment-là, d'une part, d'habiter dans une résidence qui est vraiment sur mesure, mais il y a aussi la valeur potentielle plus élevée lors de la vente de leur maison. Grosso modo, beaucoup d'entrepreneurs qui ont bâti eux-mêmes leur propre domicile durant la période entre 2010 et 2020, avec les taux d'intérêt très très bas, eux autres, il y en a une gang là-dedans qui ont fait la palette et encore aujourd'hui,
parmi les propriétaires d'une résidence unifamiliale qui dépasse 1,5 million, ben là-dedans, tu retrouves pas mal d'entrepreneurs. Évidemment, il n'y a pas juste les gars dans la construction qui s'en sortent bien, là. La plupart du monde qui ont une carrière dans un métier qui est lié de près ou de loin à l'immobilier, ben généralement, ils font du fric, là. On peut penser aux courtiers immobiliers, aux courtiers hypothécaires, aux entreprises qui s'occupent des dégâts après sinistres, etc. Comme je le répète, étant donné que tout le monde assume que le prix des maisons va toujours continuer de monter, quand les gens ils font des achats par rapport à leur maison, ben, ils considèrent ça comme une forme d'investissement qu'ils vont regagner à la vente de leur propriété, là. Et dans le cas des courtiers immobiliers, ben, le vendeur, il voit ça comme un frais transactionnel, mais au final, il va quand même venir réaliser un profit considérable et il n'a pas besoin de se casser le bicycle avec les documents légaux qui sont liés à la vente d'une propriété. Et encore une fois, ces attentes-là de toujours faire de l'argent lorsqu'ils vont vendre, ben ça fait en sorte que c'est beaucoup plus facile de convaincre quelqu'un de dépenser pour sa maison que sur n'importe quelle autre affaire. Mais juste un instant, faites juste imaginer que dans le futur, la montée des prix se met à ralentir, ou il y a une stagnation, ou même on voit une baisse de la valeur des propriétés. Premièrement, est-ce que ce scénario-là est possible dans le contexte actuel? Bien, en fait, c'est déjà le cas à Toronto et à Vancouver. On voit actuellement une baisse des prix dans l'immobilier, particulièrement du côté des condos. Et est-ce que ce phénomène-là pourrait finir par toucher le Québec? C'est pas impossible. Comme je vous dis, les gens sont toujours prêts à acheter au maximum de leur capacité financière, sont prêts à s'endetter au max parce qu'ils anticipent la continuation de la tendance des dernières années vis-à-vis l'appréciation de la valeur des propriétés. Mais honnêtement, suffirait qu'il y ait un recul significatif des prix là, sur une période prolongée, là, on ne parle pas d'un seul trimestre, ben, peu importe la raison à ce moment-là, je pense que le château de cartes pourrait s'écrouler. Mais outre ça, en attendant, l'objectif de devenir propriétaire pour les jeunes ménages, ça devient de plus en plus inatteignable. Récemment, le gouvernement Trudeau y annonçait de nouvelles mesures pour rendre l'achat d'une première propriété plus abordable, en permettant aux premiers acheteurs d'étendre leur prêt hypothécaire sur un amortissement sur 30 ans et seulement avec une mise de fonds de 5%, là, ce que moi j'appelle un cadeau empoisonné. Mais le gouvernement fédéral il a également permis pour tout le monde, que vous soyez premiers acheteurs ou non, ben, d'amortir un prêt hypothécaire sur 30 ans dans le cas où vous achetez une maison neuve. Et ça, pour moi, ben, c'est un bel exemple d'une mesure gouvernementale qui va venir causer l'effet inverse. Ce que je veux dire par là, c'est que en permettant l'amortissement sur 30 ans, sur ce type de propriété-là, c'est clair que ça va faire grimper les prix dans le marché des maisons neuves. Ça n'aidera pas les acheteurs à payer moins cher, mais par contre, ça va certainement aider les entrepreneurs à vendre des propriétés nouvellement construites. Donc, encore une fois, les mesures du gouvernement qui viennent stimuler la demande du côté des acheteurs, c'est pas quelque chose qui va venir régler la situation au niveau de l'accès à la propriété parce que plus tu amènes d'acheteurs potentiels sur les négociations, plus tu vas mettre de la pression à la hausse sur le prix des maisons. Mais bref, le point focal, c'est que la perception que les prix des maisons vont toujours monter, pour moi, c'est vraiment là-dessus qu'il faut rester vigilant. Le fait qu'il y a du monde qui font du cash dans ce secteur-là, ben pour moi, c'est juste une répercussion normale, puis ça n'enlève rien au travail des entrepreneurs dans la construction. Au contraire, il nous faut du monde pour bâtir tout ça parce que la crise du logement, elle ne se réglera pas toute seule. Et même principe pour les investisseurs qui s'enrichissent avec l'immobilier. Il y a toujours un risque quand on prend son capital puis qu'on spécule sur l'avenir. Donc, les rendements que ces investisseurs-là vont chercher, c'est avec des revenus locatifs puis la plus-value lors de la vente, ben, ils n'ont pas volé cet argent-là à personne. Donc, tu ne peux pas en vouloir aux entrepreneurs en construction puis aux investisseurs immobiliers, surtout que, comme je vous dis, c'est quand même eux qui fournissent
beaucoup de logements à beaucoup de personnes. Et en fait, c'est juste logique de faire ça parce que pour n'importe quel propriétaire d'une maison ou d'un plex, ben cette personne-là, elle vient tirer avantage du système parce que le fait qu'ils peuvent emprunter à la banque pour bénéficier d'un effet de levier, ben c'est sûr que financièrement, ça vaut la peine, là, dans le sens que tu donnes 5, 10, 20% de la valeur d'un actif pour venir bénéficier de 100% de son appréciation dans le futur. Il faut comprendre que les banques, ils sont particulièrement enclins à prêter de l'argent pour financer l'achat d'une propriété parce que dans le cas où l'acheteur met moins de 20% en mise de fonds, en cash down, ben le prêt, il est littéralement garanti par le gouvernement du Canada via la SCHL. Donc, les institutions bancaires, eux autres, ils abaissent leur risque au minimum au niveau du défaut de paiement. Ils font travailler leur liquidité en ramassant des intérêts sur les prêts hypothécaires et le cycle d'endettement des ménages se poursuit au travers de cette mécanique-là. Et pour conclure l'épisode, je vous dirais que les politiques d'immigration, la dépréciation de notre pouvoir d'achat, les prêts hypothécaires garantis par le gouvernement, la spéculation immobilière de la part des investisseurs et l'enrichissement dans certains secteurs de la construction, tout ça, comme je vous dis, c'est tout interrelié. Et dans la vie, il faut toujours trouver une manière de tirer son épingle du jeu. Donc c'est pour ça que d'une part, je félicite tous ceux qui ont su profiter de l'explosion des prix des maisons au Québec, mais en même temps, c'est sûr que je plains les plus jeunes qui commencent dans la vie puis qui vont devoir faire face au défi de se loger convenablement à des prix abordables. Et sur ça, je termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous fait réfléchir un peu sur l'immobilier puis l'industrie de la construction au Québec. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify, à laisser un review, un commentaire sur Apple Podcasts ou sinon à vous abonner directement à ma chaîne YouTube. Et sur ce, on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.